Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, ou plutôt de vous trouver sur cette vidéo, puisque c'est la première fois que mon invité et moi-même vivons cette expérience. Alors s'il y a quelques petits bugs, veuillez nous en excuser, on apprend et on s'améliorera la prochaine fois. Vous remarquerez que, bon, je baisse un petit peu les yeux parce que oui, j'ai pris des notes, et oui, comme c'est la première fois, j'avais besoin de me rassurer et donc d'avoir un petit fil conducteur. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et ne me connaissent pas, je suis Perrine et j'ai créé l'entreprise Ça change tout pour accompagner les femmes à devenir leaders de leur propre vie et à pouvoir aborder l'avenir avec confiance, sérénité et authenticité. Et donc, je les aide à vraiment recréer un lien entre le corps, le cœur et l'esprit en les aidant à se libérer de leur peur, en faisant la paix avec leur corps et surtout en trouvant et retrouvant du sens dans leur vie et dans leurs actes. Et j'accompagne aussi les parents et notamment les mamans qui ont vécu un deuil périnatal et ou une naissance prématurée. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que avec un premier bébé qui est né avec un trou à la gorge et une opération à quelques mois de vie, une deuxième grossesse qui se termine par un deuil périnatal et un troisième bébé qui naît prématurément avec un gros retard de croissance, avec bien évidemment peut-être pas, mais en tout cas un burn-out à la clé. Je suis toujours là, je suis heureuse de vivre et je suis convaincue que si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Alors aujourd'hui, on va parler de deuil périnatal et je vais donc accueillir très gentiment Hélène qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Et donc on va aborder le deuil périnatal non pas sous un œil de professionnel, mais vraiment sous ce regard de parents, grâce au témoignage d'Hélène qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'était important pour nous de pouvoir contribuer à lever le tabou sur le deuil périnatal, sur ce qui était vécu et pouvoir accompagner ou en tout cas transmettre un message auprès de parents qui, malheureusement, vivront cette étape-là dans leur vie et ce traumatisme-là. Donc, voilà, c'était important pour nous de partager ces moments-là et de donner aussi un message d'espoir comme quoi, oui, c'est compliqué, mais oui, on peut s'en sortir. Bonjour Hélène, ravie Bonjour. De vous accueillir aujourd'hui avec nous. Merci. Avec plaisir. Avant que je vous présente un petit peu à nos spectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qui vous a motivé finalement à accepter cette interview aujourd'hui? Je pense que c'est un peu comme vous, l'idée de pouvoir aider les futures familles qui malheureusement vivront cette triste expérience. Quand ça nous arrive, on n'a pas le choix. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de lire beaucoup de témoignages, de voir que je n'étais pas toute seule. Et voilà, de pouvoir percer un peu plus ce tabou, parce que clairement, c'en est un. Parce que tant que ça ne nous arrive pas, oui, on sait que ça arrive un petit peu par-ci, par-là, mais on ne se doute pas que c'est quand même malheureusement assez fréquent. Et que même quand tout va bien, visiblement, ça peut aussi arriver, parce que c'était mon cas. Oui, je comprends. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous présenter, Hélène. Donc, vous êtes en couple depuis maintenant quelques années avec un homme qui a lui-même déjà 2 enfants de 11 ans et 14 ans. Oui. Et vous avez eu ensemble donc une première petite fille, Marion, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Oui, tout à fait. Et le 31 décembre 2020, vous avez donné naissance à Anna, qui est née sans vie à 8 mois de grossesse suite à ce qu'on appelle une MFIU, c'est-à-dire une mort fœtale in utero, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, ça me semblait important qu'on puisse définir rapidement ce qu'est le deuil périnatal avant qu'on poursuive
notre échange. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le deuil périnatal, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le décès d'un enfant entre la 22e semaine d'aménorrhée, donc la 20e semaine de grossesse, et les 7 jours de vie de l'enfant. Alors, personnellement, je trouve cette définition beaucoup trop restrictive. Alors, je comprends bien qu'il fallait à un moment donné poser une définition pour pouvoir légiférer en fonction. Mais c'est vrai que pour moi, le deuil périnatal, c'est quand même une période qui est quand même beaucoup plus large parce que elle débute, à mon sens, dès le début de la grossesse jusqu'à plusieurs mois après la naissance de l'enfant. Alors, quand je dis les premiers mois de grossesse, on considère souvent que en début de grossesse, les mamans peuvent vivre des fausses couches. Mais pour beaucoup, en tout cas certaines d'entre elles, ça va bien au-delà de la fausse couche, à savoir que ce projet bébé, il a pu être bien mûri, bien en amont, que le lien qui se crée avec l'enfant dès le début de la grossesse, il peut être plus ou moins fort en fonction du vécu, de l'attente des parents. Et donc, le fait de perdre son enfant dans les premiers mois a quand même une incidence et peut être vraiment vécu comme un deuil pour ces parents-là. Et donc, il y a un véritable travail qui s'amorce. Ouais, je suis assez d'accord avec vous parce que justement, le fait de banaliser un peu ces fausses couches, et moi qui en ai fait une sur ma première grossesse, ça nous a un peu poussé à oublier cette grossesse-là comme si elle n'avait jamais existé parce qu'en fait, une fausse couche, c'est normal, il fallait s'y attendre, ça peut arriver. Et voilà, on me l'a dit à l'hôpital, hein, c'est qu'un amas de cellules, c'est rien. Donc, donc, soyez pas tristes, ça va repartir sur notre grossesse et sûrement que ça ira bien. Et voilà, soyez pas tristes. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut nier vraiment le ressenti des parents en leur disant vraiment, ouais. C'était pas non plus un stade très avancé, donc passer à autre chose sans prendre en compte forcément le ressenti du parent et l'investissement qu'il a déjà dans cette grossesse qui souvent est désirée, ou même si elle ne l'est pas, à un moment donné, ça peut déclencher aussi quelque chose quand la maman découvre qu'elle est enceinte, c'était pas prévu, mais on s'y attache, pour certaines, elles le disent qu'elles s'attachent quand même assez rapidement dès le début de la grossesse. Ouais. C'est d'ailleurs un terme qui est pour moi assez inapproprié quand on demande à une femme est-ce que c'est désiré, parce que alors moi pour le coup Marion était attendue et désirée parce que voilà c'était prévu. Anna qui est arrivée sans être prévue, et ben elle était désirée aussi, et quand on m'a posé la question est-ce qu'elle est désirée, ça m'a mis un peu sur les fesses parce que si j'ai décidé de garder la grossesse c'est qu'elle est désirée. Donc en fait à partir du moment où la maman a dit ok même la maman et le papa, ok, on fait cette grossesse, le bébé, il est désiré, qu'il soit attendu ou pas. C'est un mot un peu qui me met sur les fesses, moi, grossesse désirée. Oui, je comprends. C'est vrai qu'en fonction des uns et des autres et des ressentis, finalement, le vocabulaire, on ne se rend pas compte non plus que certains mots qui vont être assez banalisés pour certains auront un impact très, très important pour d'autres. Et c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter par la suite, notamment par rapport à l'entourage, aux mots qui peuvent être dits sous une forme de réassurance par l'entourage. Oui, bien sûr. Mais voilà, à certains moments, on ne se rend pas compte de l'impact. Non. Alors Hélène, est-ce que pour parler un petit peu de votre parcours, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous entre ce 26 décembre, le 26 décembre 2020 au soir et votre arrivée à la maternité aux urgences le lendemain matin? Alors oui, oui, en fait, donc on a passé les fêtes en famille, tout s'est super bien passé. Et le 26 décembre, dans la journée, j'ai eu une journée assez mouvementée. Et donc, c'est vrai que j'ai passé moins de temps à communiquer avec Anna. Donc, moi, les premiers moments de doute, ça a été vraiment le soir en me mettant dans le lit, parce que c'était un petit peu mon rituel. Je m'allongeais et puis on communiquait avec bébé, tout ça. Et là, pas de réponse. Bon, après, je m'inquiète pas tout de suite parce que pour Marion,
Je suis allée 2 fois à la maternité. Alors, eux, ils diraient pour rien, du coup, parce que j'étais inquiète de ne pas sentir mon bébé et en fait, tout allait bien. Alors là, j'ai une parenthèse à faire, c'est qu'en fait, je pense que c'est jamais pour rien. Si la maman ou même le papa a un doute, a une crainte, et ben, d'aller à la maternité et d'être rassuré, et ben, c'est pas pour rien parce qu'on dort mieux et on vit mieux à la fin de la grossesse. Bien sûr. Et donc, du coup, je me suis laissé un petit peu de temps. Je me suis dit, je vais dormir un peu et puis on verra. Donc, j'ai dû dormir, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures. Et j'ai été réveillée à nouveau. Et puis là, pareil, j'ai essayé donc de sentir Anna, pas de réponse. Donc, tout ce qu'on nous conseille, hein, c'est d'aller manger quelque chose de sucré. Je l'ai fait, j'ai pris un bain. Et puis rien du tout. Et il y a un moment où j'ai retrouvé son corps, donc je l'ai senti. Mais au moment où donc, j'ai posé la main dessus, c'était pas pareil que d'habitude. Ça me fait un peu une sensation, alors sans la sensation de froid, mais d'un glaçon qu'on pousserait un petit peu dans l'eau. Et dès qu'on arrête de pousser, ça revient. Et donc, clairement, moi, c'était déjà clair dans ma tête, même si je voulais pas ouvrir les yeux sur ça, mais c'est que Anna, voilà, elle était déjà plus là. Donc, je l'ai dit à mon conjoint. On a préparé un peu nos affaires parce qu'on avait ces 2 grands en vacances. Et donc, pour pas affoler tout le monde, on leur a juste laissé un petit mot, on les a pas réveillés. Marion, on l'a emmené avec nous. Je l'ai déposée chez ma maman. On n'arrivait pas à la joindre. On a quand même réussi à les avoir. Et puis, elle a bien voulu garder ma fille. Et puis, on a filé aux urgences. Et puis, voilà, arrivé là-bas, ce n'était pas vraiment une annonce parce qu'on s'y attendait, mais on a pris une sacrée claque. Mhm. Et voilà, tout s'écroule. Oui, voilà. J'allais vous poser la question, en fait, quel ressenti vous avez eu au moment où les médecins vous ont annoncé que c'était terminé? Du coup, c'était pas une surprise hein, parce que moi, je l'ai vraiment. Enfin, voilà, honnêtement, je l'ai senti dès que j'ai pu sentir ma fille, en fait, dans mon ventre et que c'était pas comme d'habitude. Je le savais, c'était terminé. Mais forcément, en fait, comme toute urgence à la maternité, souvent, c'est une sage-femme qui nous accueille. Elle essaie de trouver le cœur rapidement. Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à trouver le bébé, mais nous, on avait vu les images à l'échographie et on est dans l'animal, lui et moi, donc les échographies sur les chiennes ou sur les chevaux, on maîtrise bien et on sait reconnaître quand il y a activité ou pas. Et là, donc, plus d'activité. Elle nous dit qu'elle va chercher une échographiste, je pense, je sais plus, qui est venue, ou un gynécologue, je sais plus. Et donc là, voilà, là, c'était l'annonce, c'était que le cœur s'était arrêté. Donc là, finalement, c'est vraiment l'hécatombe, le vide, vous me disiez avant qu'on débute l'enregistrement. Ah oui, c'est un peu le sol qui s'écroule, on tombe dans un gouffre, on ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer parce qu'en fait, on va d'annonce en annonce. Et après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'avais une grossesse parfaite, des échographies parfaites, j'étais pas malade, il y avait vraiment rien. Et là, on se dit, mais il y a forcément quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, les médecins disent, pour le moment, on ne sait pas. Mais surtout, malgré tous les examens qu'on va vous proposer, dans 80% des cas, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, c'est comme une mort subite, mais in utero. Et là, ça a été une grande claque pour moi, parce que pour moi, ça, c'était pas possible. Je savais que une maladie, une malformation, un accident de voiture, on tombe dans l'escalier, peu importe, tout ça, ça pouvait jouer. Mais là, pour le coup, moi qui n'avais rien du tout, et ben, en fait, ouais, j'ai pris une énorme claque parce que c'était pas possible. Mhm. Ouais, c'est Faut pas le totalement, concevoir. c'est ça. C'est ce que j'avais voulu vous dire, c'est totalement inconcevable finalement, avec Ah une ouais, mère complètement. en bonne santé, un enfant en bonne santé, que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Et ce besoin qu'ont les mamans ou qu'on peut avoir de trouver des réponses à ce moment-là, on cherche des réponses, on a besoin de se Oui. raccrocher à quelque chose et parce que justement, ce que vous disiez, c'est on tombe dans un gouffre, donc on cherche un petit peu à se raccrocher à une réalité, à quelque chose qui nous permet de dire, bon, ok, factuellement, il s'est passé ça, 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 donc je comprends pourquoi C'est exactement ça, mon oui. mon enfant est parti, mais là, c'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là, ouais. Vous m'aviez parlé de votre accouchement quand on a préparé cette interview. Est-ce que vous voulez Oui. nous partager cette étape-là qui s'en est suivie? Oui, alors en fait, après l'annonce hein, donc, que le cœur s'est arrêté, il nous laisse le temps quand même d'atterrir. Et puis après, c'est tout un protocole. C'est-à-dire que normalement, enfin, en tout cas, moi, là où j'ai été, on nous donne un premier médicament maintenant pour aider le col à se préparer.
et 24 heures après, un autre médicament pour déclencher l'accouchement, en fait. Donc, c'est très, très rapide. Nous, on a décidé de dire stop, là, on veut du temps, on veut rentrer chez nous parce qu'on avait déjà fait ça, en fait, avec la fausse couche, de dire on fait vite. Clairement, hein, moi, c'est mon ressenti, c'est on se débarrasse de la situation et on tourne la page, c'est fini. Donc là, moi, je suis rentrée à la maison, tranquillement, et on a beaucoup parlé avec mon conjoint parce qu'effectivement, on avait un projet de naissance à domicile. Pour Marion, j'avais déjà fait un accouchement physiologique, alors certes en clinique, mais donc sans péridurale, et une équipe super qui m'avait laissé accoucher accroupie, donc sans table, tout ça, c'était vraiment super bien passé. Et moi, j'avais besoin en fait d'aller plus loin que ça et de faire vraiment un accouchement chez moi, dans mon cocon, tranquille. Bon, là, clairement, c'était plus possible, ça, on le savait bien. Et donc, on a réavisé un petit peu notre projet. Donc, en revenant le lendemain, c'est-à-dire que ça, c'était le dimanche, on a appris qu'Anna était décédée. On est revenu le lundi matin pour en parler avec l'équipe. Et donc, je leur ai dit que je voulais bien prendre le premier médicament pour préparer le col parce que, un mois de l'accouchement, et puis en plus, moi, la première, je l'ai vraiment. Mon travail s'est déclenché le jour J, hein, vraiment à 41 semaines pile poil. Donc, je me suis dit, ça se trouve, mon col, il n'est pas prêt du tout. Donc, voilà, j'ai accepté ce médicament-là. Je dis, par contre, j'ai combien de délai pour attendre pour le déclenchement? Parce que je leur ai dit, je voudrais accoucher sans péridurale. Et donc, la sage-femme à qui j'ai dit ça m'a dit, écoutez, j'en parle au médecin. Et là, la médecin est rentrée, mais en furie. Mon conjoint était aux toilettes à ce moment-là et il entend aboyer dans la chambre en me disant, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes complètement inconsciente. Est-ce que vous savez que votre bébé est mort, que vous allez accoucher d'un bébé mort? J'ai dit oui, ça c'est bon, je pense qu'on l'a intégré. Et je demande pas, je vous demande juste quel délai on a. Mais là, il me répond, mais le délai, il n'y a pas de délai parce que vous pouvez, si on ne fait rien, accoucher que dans 3 semaines, un mois. Je dis, mais non, 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 voilà, stop. Je ne sais pas ce que je vous demande. J'ai ma santé me permet d'attendre combien de temps? Elle me dit, ça, je ne sais pas. Le mieux pour vous, c'est de rentrer chez vous. Je dis, oui, je suis d'accord. Le mieux pour moi, c'est de rentrer chez moi, mais je voudrais quand même pouvoir faire mon accouchement comme j'ai décidé. Et donc, à force de parler avec eux, je leur ai dit, moi, s'il faut que je fasse 3 prises de sang par jour pour m'assurer que tout va bien au niveau de ma santé, et vous me faites les 3 prises de sang, mais je voudrais attendre un maximum avant de déclencher, parce qu'il faut savoir qu'un déclenchement chimique, les contractions sont beaucoup plus douloureuses, déjà pour un accouchement, même avec un bébé viable. Donc, c'est compliqué de faire sans péridurale. Et quand le bébé est décédé, ils me l'ont dit clairement, ils doublent la dose pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, autant dire qu'une fois que le déclenchement chimique était mis, la péridurale, je pense que je l'aurais supplié pour le coup. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais éviter. Et donc, le médecin a fini par grogner un peu, mais repartir et dire, voilà, ok, on vous suit. Par contre, donc là, c'était le lundi matin. Au plus tard, mardi soir, vous rentrez à la clinique parce qu'on ne veut pas vous laisser comme ça chez vous. Oh, soit, très bien. Donc, j'ai pu rentrer chez moi. J'ai contacté toutes mes sages-femmes. Et puis là, tout le monde s'est mis du pied de guerre pour m'aider à préparer mon corps à l'accouchement. Donc, j'ai fait pas mal d'acupuncture. Et en l'occurrence, quelque chose qui, je pense, a bien fonctionné, mais qui est très, très dégoûtant. C'est une mixture un peu infâme à base d'huile essentielle, il y avait de l'huile de ricin. Enfin, c'est vraiment affreux à boire. Hein, mais je pense que ça a fonctionné parce que 2 heures après, je commençais à avoir des contractions. Et donc, on est reparti à la maternité comme ça, en pré-travail, parce que des contractions qui n'agissaient pas sur le col, mais des contractions quand même. Et ça, c'était bon espoir pour moi. Et de fil en aiguille, j'ai tenu comme ça jusqu'au mercredi soir. Et le mercredi soir, le travail s'est vraiment mis en route parce que le jeudi matin, à minuit et demi, donc le 31 décembre, Anna est née, certes sans vie, mais sans péridurale, accroupie, comme sa sœur, dans la même salle de naissance d'ailleurs. J'ai eu le droit d'avoir la même salle nature. Et ça a été très important pour moi parce que j'ai vraiment aucun regret sur ma fin de grossesse. Certes, l'issue, c'est pas celle que je voulais, clairement, mais je suis allée au bout de mon projet de naissance. Comment ça s'est passé pour vous, du coup, Hélène, quand vous avez, ça y est, donné naissance à Anna et vous vous êtes retrouvée finalement face à Marion, à devoir expliquer cette situation à votre enfant, à votre entourage? Comment vous avez vécu les choses? Est-ce que vous avez pu être accompagnée dans cette démarche-là ou comment vous avez fait? Alors, le premier médecin que j'ai vu le dimanche matin, qui était beaucoup plus ouvert que celle que j'ai pu voir après, a accepté tout de suite qu'on rentre chez nous justement pour ça, parce que moi, je ne voulais pas accoucher, enfin rester à l'hôpital et devoir tout dire après.
On avait les deux grandes sonneries de toute façon qui étaient à la maison. Certes, ils pouvaient nous appeler, mais on a voulu rentrer pour prévenir un peu tout le monde. Et là, on a demandé conseil justement à l'hôpital, qui a été de bons conseils. On a eu tout un petit prospectus en fait là-dessus parce que il faut savoir que notamment sur les enfants, en fonction de l'âge, il y a différentes façons d'aborder les choses et de réagir vis-à-vis d'eux. Parce que, en l'occurrence, Ethan, qui était beaucoup plus grand, quand on lui a dit, il n'y a pas eu de question, et c'est vraiment ce qu'ils nous ont dit, en fait. C'est vraiment qu'à cet âge-là, ils intègrent, et puis ça va sortir plus tard. C'est-à-dire qu'ils prennent pour eux, ils vont aller un peu mouronner ça, malheureusement, et il faut accepter qu'il n'y ait pas de réaction tout de suite, mais qu'il y en ait une après. Abigail, qui était à 11 ans, c'est un âge qui est un peu déroutant parce qu'on les considère comme des grands, mais en fait, elle a réagi exactement comme un enfant de 6 ans. Elle a pris l'information et tout de suite, c'était plein de questions, mais hyper concrètes, comme mais presque est-ce qu'elle va sortir entière, ou voilà, des questions très trash. Et donc, nous, ça nous a aidé de le savoir en amont parce qu'on aurait eu tendance à lui dire mais c'est quoi ces questions, c'est malsain, alors que non, on a pris sur nous, et puis on a détaillé un petit peu avec elle tout ce qui allait se passer pour l'accompagner au mieux. Et Marion, eh ben, mine de rien, c'est un peu la plus simple parce que en fait, ils sont tout neufs à cet âge-là, ils n'ont pas encore de notion de la mort. Donc, clairement, on a mis les mots vrais, on lui a expliqué que Anna était morte dans le ventre de maman, que maman, elle allait accoucher. Et donc, on allait revenir, mais sans Anna, parce qu'Anna était morte. Et donc, elle ne pourrait pas voir sa sœur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dur. Mais étonnamment, c'est passé très bien. Marion, là, elle a un vocabulaire déjà pour son âge qui est très développé. Donc, dès le début, elle a mis ces mots-là, en fait, les mots que nous, on avait mis sur mon ventre, qui était d'abord toujours gros avec Anna dedans. Et donc, elle nous a répété que Anna était morte, qu'on allait rentrer sans Anna à la maison. Et une fois que l'accouchement était fait, et bah, voilà, tous les jours, elle parlait de sa sœur parce qu'elle le faisait déjà avant. Mais ça a été très important, je pense, pour elle de parler, de mettre des mots et puis de voir qu'on était triste. Elle nous a vu pleurer, elle nous a vu nous effondrer. Et ben, on lui a expliqué que bah oui, on était triste parce que Anna était morte, qu'elle n'était pas avec nous et que voilà, c'était comme ça, c'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer, et qu'elle aussi, elle avait le droit d'être triste. Et ils nous ont bien expliqué qu'à cet âge-là, en fait, ce qui se faisait beaucoup avant, de rendre ça un peu tabou et de ne pas en parler, et bah, ça peut avoir de grosses séquelles en fait, sur le développement de l'enfant qui ne comprend pas du coup ce qui se passe et pourrait croire que ça vient de lui en fait, que notre douleur vient directement de lui. Et donc même si c'est pas facile pour nous parents, je pense que c'est notre devoir d'accompagner toute la fratrie en fait, du plus petit au plus grand, essayer de se mettre au mieux, même si c'est pas forcément le moment pour nous, mais du coup de se faire accompagner pour ça parce que c'est pas aux frères et sœurs de trinquer pour cette histoire injuste qui arrive quoi. Bien sûr, bien sûr. D'où l'importance d'être accompagné et de vraiment prendre conscience des besoins de chaque enfant en fonction de son âge et d'être finalement le plus transparent possible, d'accueillir les questions, même si elles sont compliquées, mais au final, c'est quand même nous les adultes, donc de pouvoir réussir à prendre sur nous. Alors si nous, on n'en est pas forcément capable, il peut y avoir des professionnels qui peuvent assister à ce moment-là pour justement répondre aussi aux questions si c'est compliqué pour les parents. Mais vous le dites très bien, le fait d'être totalement transparent sur ce qu'il se passe pour ne pas laisser des non-dits ou ne pas laisser l'enfant s'imaginer que à un moment donné, le décès du petit frère ou de la petite sœur serait quelque chose qui serait une conséquence de ces pensées qu'il a peut-être eues parce qu'à un moment donné, quand on va accueillir un autre enfant dans la maison, il peut y avoir une certaine jalousie parce qu'il va falloir partager papa et maman. Et du coup, c'est important de replacer les choses dans leur contexte et de déculpabiliser l'enfant par rapport à cette situation et au décès du petit frère ou de la petite sœur. Je pense que c'est effectivement très important. Oui. Mmh.
Par rapport à cet accompagnement, justement, vous disiez que donc vous vous étiez renseigné, que vous aviez eu des informations sur les différents besoins en fonction de l'âge de l'enfant. Est-ce que vous, en tant que parent, vous avez pu, on vous a proposé un accompagnement quand vous êtes sorti de l'hôpital et que vous êtes retourné à votre domicile? Alors, à l'hôpital même, ils nous ont proposé surtout un suivi psychologique avec une psychologue qui est là en fait que pour malheureusement les accouchements qui se terminent mal. Nous, on a préféré quitter complètement l'hôpital. On n'est déjà pas très hôpital de base, donc voilà, on est sorti complètement de ce cadre-là et on a préféré nous prendre par la main nous-mêmes et se laisser se trouver des personnes pour nous accompagner. Donc moi, je me suis laissé quand même pas mal de temps. Avec la sage-femme qui me faisait l'autonomie, j'ai refait quelques séances pour moi d'abord. Et je l'ai revu après sur toute ma rééducation du périnée. Donc, du coup, ça a été un peu plus qu'une rééducation basique parce qu'on a beaucoup parlé. Et une fois que tout ça a été fait, bah, je me sentais plus prête déjà à en parler. Donc, on a toujours eu, avec mon conjoint, des coachs, des thérapeutes pour que ce soit le travail, le couple, enfin, notre vie de tous les jours. Et donc là, on a décidé de chercher une nouvelle thérapeute pour nous accompagner parce que c'était pour nous même une nouvelle naissance. Hein. On est plus les mêmes qu'année dernière. Et donc, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui, pour le coup, nous correspond vraiment très bien. Et ça nous permet on la voit tous les 15 jours, c'est notre rythme, d'avoir une bulle d'oxygène où là, on peut tout se dire, même entre nous, il n'y a pas de jugement. Et cette personne-là, par rapport à l'entourage, justement, elle prend suffisamment de distance, il n'y a pas d'affect. Parce que la famille, malheureusement, avec toute la bonne volonté qu'ils veulent y mettre, beaucoup sont très maladroits. Et de toute façon, je pense que c'est pas leur rôle de prendre notre malheur, de prendre notre tristesse. À chaque fois qu'on décharge sur quelqu'un, ce quelqu'un se charge en négatif. Et donc, du coup, c'est lui qui va être impacté derrière. Donc, je pense que c'est important de prendre de la distance, même si en parler avec la famille. Enfin, moi, je sais que de moi-même, j'en parle pas spécialement, mais la famille a eu besoin que je réponde à certaines questions. Et je suis toujours très ouverte pour leur parler, même si c'est difficile parfois. Parce que je pense que même s'ils le montrent pas, ils sont forcément impactés parce que on est tous, ou presque, un père et mère, ou on le sera un jour. Et ça remet en question tout ça, en fait. Soit pour ses propres enfants, soit pour nous-mêmes. Dire, mince, mais ça peut arriver, quoi. Donc, les questions, je pense que c'est important d'y répondre. J'aurais préféré pas vivre cette expérience-là, mais si je peux, du coup, aider tout le monde comme ça, je le fais volontiers. Mais donc, je pense que oui, pour soi, en tout cas, quand nous, on a besoin de parler, et tout le monde a besoin de parler, même ceux qui s'en rendent pas compte, on a besoin de parler, on a besoin de pleurer, et c'est normal de pleurer. Et les personnes qui vous disent, mais parce que ça m'est arrivé, mais pleure pas, tu l'as même pas connu. Mais c'est des gens qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent, parce que oui, déjà, moi, pour le coup, je l'ai connue, hein, je l'ai eu dans mon ventre, je la connais bien, Anna, même si je l'ai pas connue sur Terre. Et, euh, et puis, mais qui peut se permettre de dire, il faut pas pleurer ou pleurez pas, ou je pense que n'importe quel parent à qui c'est arrivé, il vous dira l'inverse. Mais oui, il faut pleurer. C'est super libérateur de pleurer. Bon, il y a des fois, je le dis, hein, je me mets plus loin parce que je ne veux pas inquiéter que ce soit Marion ou quelqu'un d'autre. Je m'isole, mais des fois, j'ai besoin de hurler parce que c'est injuste, en fait. Donc, je pense que c'est important. Il faut se libérer. Faut se libérer et pas attendre d'arrêter de pleurer pour en parler parce que sinon, vous ne parlerez jamais. C'est normal d'en pleurer. Je vous rejoins totalement sur le fait de libérer la parole d'une quelconque manière. Ça peut être voilà, par la parole verbale, ça peut aussi être passé par l'écriture, Oui. ça peut passer par l'expression corporelle, ça peut passer par aller se promener dans un endroit où on est bien, par de la méditation ou autre. Il y a plein d'outils différents qui permettent finalement d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on a en nous pour éviter qu'à un moment donné, le corps ne l'imprime à l'intérieur. Et ça, vous le dites très justement, on a le droit de pleurer. C'est normal de vivre ces émotions-là. On passe par énormément d'émotions. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours avec, des jours sans. Exactement. Des fois, on ne sait jamais comment on se lèvera demain matin. Et ça, il faut l'accepter aussi. Alors, ça demande du temps. Des fois, on se dit, Oui. non, je dois être fort. Mais voilà, d'accepter ces différentes phases, ces hauts, ces bas, et de libérer, ça permet, vous dites très justement, d'avancer dans ce processus de deuil euh, et, euh, et de se reconstruire, de se reconstruire au fur et à mesure. Alors, ça n'empêche pas
la douleur. Ça n'enlève pas le souvenir parce qu'il n'est absolument pas question d'oublier. La question se pose même pas, j'ai envie de dire. On n'oublie pas. Non, on apprend à vivre avec, bien évidemment. C'est ça. Voilà. Et puis, de se rendre compte qu'au fur et à mesure, les larmes qui ont pu être très présentes au début se tarissent parce qu'on a réussi à exprimer cette souffrance, ce mal-être. On a réussi à poser des mots dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour vous dans ce processus de reconstruction et ce processus de deuil? Ou qu'est-ce qui est pour vous encore aujourd'hui le plus aidant? Je pense que la spontanéité et le côté très au jour le jour de Marion, c'est une grande force. Les parents qui ont la chance d'avoir déjà un premier, un deuxième, ils ont une corde en plus pour s'en sortir parce que les enfants, ils sont comme ça, ils sont en train de jouer, tout va bien. Alors oui, ils se font mal, ils pleurent, mais voilà, ils sont vraiment dans l'instant présent. Et moi, je me cale beaucoup sur Marion. Je suis déjà de nature un peu comme ça, à me dire, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Profite parce que demain, d'ailleurs, je sais ce que c'est demain, on ne sait pas comment ça sera. Donc aujourd'hui, profite, même si c'est du bonheur qu'à 80%, et profite des 80%, laisse les 20% pas forcément de côté. Ils sont là, faut les accepter, mais ça ne doit pas entacher en fait tout le reste. C'est un peu l'histoire du point noir sur une feuille blanche. Si on se concentre que sur le point noir, effectivement, on voit que du noir, alors que tout autour, il y a du blanc, il y a du rose. Et, euh, et ça, c'est important de pouvoir, en fait, tous les jours, même s'il n'y a que 5% de bonheur, se dire je me concentre davantage là-dessus pour le faire grandir et pour m'en imprégner, en fait, parce que le bonheur appelle le bonheur, c'est comme l'argent appelle l'argent. Enfin, on attire ce qu'on respire, en quelque sorte. Donc ça, c'est hyper important. Et moi, j'avais la chance d'avoir déjà un quotidien qui me correspondait à 100%. Avec Cendric, on a fait des choix. Je travaille à la maison qu'à mi-temps pour être avec Marion le reste du temps. Marion est gardée à la maison. Je travaille dans ma passion. Et donc, tout ça, ça aide. Et je pense que du coup, cette épreuve qui est très dure, ça peut être aussi une belle remise en question de son quotidien. Est-ce que le quotidien nous élève plutôt que de nous assommer? J'entends des fois des personnes dire faut que j'aille au boulot. Moi, ça m'embêterait de me dire tous les matins je me lève, mais en fait, j'ai pas envie. Et effectivement, si on a un quotidien comme ça doit être très très dur de pouvoir surmonter une épreuve de cette façon parce que déjà, le quotidien ne nous pousse pas à relever la tête. Si le quotidien nous enfonce dans l'eau, on va couler davantage. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose d'hyper important d'être positive et d'être bien dans ma vie malgré ce qui s'est passé, en fait. C'est même si c'est horrible comme épreuve, c'est douloureux, on ne voulait pas ça, mais le bonheur, il est là malgré tout, la vie continue et on a quand même deux filles, même si Anna n'est pas avec nous, on a deux filles, sauf qu'on ne vit pas avec Anna, quoi. C'est différent. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux, de continuer de vivre et de parler d'elle tous les jours. Tous les jours, on parle d'elle, on pense à elle. Voilà, elle est présente. Oui. Elle fait partie de votre vie, elle fait partie de Oui, votre famille. oui. Elle a sa place. Vous lui avez donné sa place. La fratrie lui a donné sa place aussi. Et c'est quelque chose qui est aidant, je pense aussi dans le processus de deuil, de pouvoir être en mesure de replacer l'enfant Oui. dans la fratrie, dans la famille, et pas juste comme un souvenir, ok, ma grossesse n'a pas pu aller au terme, j'ai perdu un enfant, mais de faire vivre cet enfant à travers nos souvenirs, à travers nos discussions tant qu'on en a besoin, c'est important. Alors ça peut passer par une photo, par voilà, un espace qui lui est dédié dans la maison. Ça peut juste être par la discussion. Oui. Il y a plein de moyens finalement de faire vivre et de laisser cette place, de donner cette place à cet enfant-là. On est d'accord. Ouais. Ce que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez aussi, c'était le fait de se concentrer sur le positif, même quand on est au plus bas. Au plus Il y en a bas. toujours un petit peu. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup aimé votre métaphore du. Si on se concentre sur le point noir qui est là, forcément, on ne verra que le point noir, que le négatif, que la souffrance de ces émotions qu'on vit. Mais en même temps, tout autour, il y a aussi le reste. Ma vie n'est pas que ce point noir. Alors, on a besoin à un moment donné
pour certains, en tout cas, de plus se focaliser parce que oui, on a besoin de traverser cette souffrance et de la vivre pleinement. Mais ensuite, on peut de nouveau se reconcentrer sur l'environnement, sur ce qu'il y a autour de ce point noir. Et plus on va focaliser sur des petites choses du quotidien, des petites choses de la vie, alors que ce soit des interactions avec nos enfants, avec notre entourage, que ce soit juste apprécier le parfum d'une fleur, apprécier le fait d'être allé se promener ou un oiseau qui passe. Voilà, juste des petites choses qui finalement égayent la journée. Et c'est vraiment quelque chose que je fais avec les mamans que j'accompagne aussi, c'est de, euh, de porter son attention sur le positif. Et pour certaines, c'est important de le consigner quelque part dans un endroit. Parce que du coup, ça les oblige aussi, entre guillemets, à voir aussi le positif et à ne pas juste rester focalisé sur ces émotions qui sont douloureuses, mais voilà, de remonter un petit peu et de réussir à changer un petit peu au fur et à mesure, de plus en plus, ses émotions pour vivre voilà, pleinement la vie qu'on a envie. Et vous le disiez dans un deuxième temps aussi, ça peut être l'occasion, en tout cas pour certaines mamans ou certains papas, bien évidemment, c'est une remise en question totale de son identité. Notamment enfin, je pense aux parents pour qui c'est le premier enfant, qui vivent un deuil périnatal pour le premier enfant, et pour en avoir discuté avec certaines mamans qui disent, mais en fait, des fois, je sais même plus si je suis maman ou si je ne suis pas maman. C'est compliqué pour moi. Quand on me pose la question, je ne sais pas quoi répondre. Alors, des fois, je dis oui, mais c'est dur d'expliquer pourquoi mon enfant n'est pas avec moi. Des fois, je dis non parce que je trouve ça plus simple. Et en fait, je passe des heures à pleurer chez moi derrière parce que j'ai dit non, et donc j'ai l'impression d'avoir trahi mon enfant. Et puis, cette quête d'identité de finalement, quel est le sens à tout ça, mais le sens de ma vie, où sont mes priorités. Vous le dites très justement, vous avez la chance, vous vous êtes donné les moyens, avant la naissance d'Anna aussi, d'avoir la vie que vous aviez envie, la vie dont vous rêviez, parce que c'est pas tombé du ciel non plus, hein, vous vous êtes donné les moyens d'arriver à cette vie-là. Et, euh, et du coup, ça peut être aussi l'occasion de retrouver du sens et de poser les choses clairement sur qu'est-ce qui est important pour moi et où je veux réellement aller maintenant. Donc, ça fait un peu un stop et OK, maintenant je prends le temps. Et c'est vrai que c'est important d'être... alors, à mon sens, c'est important d'être accompagné pour avoir ce recul-là nécessaire. Pas obligatoirement, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça permet de mettre le focus plus facilement et de pouvoir se projeter plus facilement dans cette reconstruction de l'identité, finalement, puisque tout a pu être remis en branle à un moment donné. Et puis, c'est déjà pas facile en temps normal de sortir la tête du guidon et de regarder plus loin pour essayer de redonner un peu ses idées. Alors en plus, quand les émotions ne sont pas là pour nous aider, enfin, nous, on a quand même beaucoup avancé déjà avant cette étape-là sur nous. Et malgré tout, on a eu besoin d'aide parce que là, c'était encore autre chose et on n'est jamais préparé à ça. C'est pas... On s'attend à perdre nos parents, on s'attend à perdre nos grands-parents, mais nos enfants, enfin, en tout cas pas, surtout pour nous, sans raison. Le corps médical, voilà, on n'a aucune explication, c'est comme ça, c'est tout. Et donc là, derrière, il faut avancer avec ça et c'est pas facile. Ouais. Avec toutes ces émotions qu'on peut ressentir, vous le disiez, cette injustice, cette oui, c'est colère complètement liée à l'injustice, cette culpabilité, peut-être pour certaines mamans aussi, de dire, oui, je pense, oui. j'ai pas réussi finalement à faire un enfant en bonne santé, à mener ma grossesse à terme. Mais c'est vrai que de prendre du recul un petit peu sur tout ça et de réussir à se reconstruire malgré l'absence de réponse à nos questions, ça demande du temps et de l'accompagnement pour pouvoir être fait dans des meilleures conditions possibles, je pense. Oui, je pense aussi, oui. Si vous aviez un message, Hélène, à faire passer à d'autres parents, ça serait quoi aujourd'hui, ce message-là, pour ces parents qui ont vécu un deuil périnatal ou qui malheureusement peut-être le vivront un jour?
C'est que, même si ça paraît improbable, hein, surtout au début, mais c'est que le bonheur, il est encore là. Et si on a envie, hein, il reviendra complètement. Même s'il y aura toujours, nous, voilà, on a notre bébé avec nous dans notre cœur, on en parle tout le temps, elle est là avec nous. Mais le bonheur, il est là, il est revenu comme avant. C'est différent, mais il est revenu comme avant. Et pourtant, ça fait pas un an que moi j'ai accouché, ça a été assez rapide pour nous. Alors voilà, on avait fait du travail en amont, on a fait du travail aussi pendant, mais peu importe le temps que ça prend, ça va revenir. Ça va revenir. La vie est faite de ça, c'est que ça avance toujours. Et il y a qu'à regarder les animaux. Les animaux, ils sont de super professeurs. Vous prenez n'importe quelle maman, hein, même qui va jusqu'à décider d'abandonner son petit parce que le petit ne sera pas viable. Et ben, le printemps suivant, elle a un autre bébé et elle s'en occupe pareil. Et ça ne veut pas dire, je ne sais pas, ces animaux ont cette capacité-là à se souvenir de toute leur progéniture, de tout ça, mais en tout cas, elle continue à vivre et elle vit du mieux qu'elle le peut. Les animaux semblent toujours heureux, toujours. À part quand l'homme met le grappin dessus et les empêche de vivre heureux, mais un animal sauvage, il est bien, on voit bien. Moi, je croise régulièrement dans la campagne des chevreuils avec leurs petits. Enfin, ils ont l'air de vivre leur meilleure vie. Donc, si les animaux en sont capables, pourquoi nous, qui sommes normalement des êtres plus évolués, alors certes, du coup, on réfléchit peut-être de trop, mais pourquoi nous, on n'en serait pas capable? Je pense que tout le monde peut surmonter les épreuves difficiles et bah, pour nous, parents en deuil, l'épreuve la plus difficile, je pense, c'est de perdre notre enfant, mais même quelqu'un au final qui n'a pas vécu ça, son, son deuil le plus compliqué, ça reste le sien pour lui qui est très compliqué, qui peut être compliqué à surmonter. Et je pense que oui, en se concentrant sur le positif, en se faisant aider, c'est possible. Ça ira mieux demain. Demain, ça peut être vraiment demain ou dans une semaine, un mois, un an, 10 ans pour certaines, je pense. Mais peu importe le chemin, le but, c'est d'arriver à vivre heureux malgré tout, parce que, en tout cas, moi, ça m'arrivait jeune, j'avais 26 ans, et je ne me voyais pas passer le reste de ma vie malheureuse. Je ne voulais pas de ça, de toute façon. Je trouve que c'est pas une vie. C'est se lever tous les matins, à se demander si on ne serait pas mieux de la rejoindre. Non, pas... pour moi, ce n'était pas concevable. Je voulais que ça aille mieux et ça va mieux, beaucoup mieux, même si c'est encore difficile. Bien sûr. Quel beau message, Hélène, que vous nous transmettez aujourd'hui, ce message positif comme quoi, ben oui, au bout du tunnel, il y a quand même de la lumière. Donc, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir parce que le bonheur est là et vous allez le retrouver. Donc, en tout cas, je le souhaite. C'est le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire et il faut l'accepter. La vie fonctionne comme ça. Super. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on termine cette magnifique interview? Non, je pense que déjà, on a beaucoup parlé. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. Non, voilà, ça, même si c'est difficile, ça ira et il faut y croire. Déjà, c'est la première étape. Si on y croit, on a plus de chances que ça arrive. Eh bien, super. C'est ce qu'on va garder pour la fin. Il faut y croire. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir accordé ce temps-là. Ravie d'avoir pu partager cet instant avec vous, que vous ayez pu nous transmettre voilà, votre vision, votre parcours, et je suis certaine que ça aidera d'autres parents à comprendre ce qui se passe. Ça aidera aussi sûrement l'entourage à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pour les parents et pour la fratrie dans ces moments-là. Donc, écoutez, merci beaucoup pour le temps accordé. Mais de rien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager. Hélène et moi serons ravis de pouvoir amener ce message le plus loin et le plus haut et le plus fort possible sur le fait de lever le voile sur ce tabou qu'est le deuil périnatal. Au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Au revoir.